Jeudi 30 janvier 2025, parlons de la géopolitique, de l'Afrique du Sahel, la zone ouest africaine, de la guerre en République démocratique centrafricaine et même de la situation politique au Comores. Dans un entretien avec Maître Saïd Larifou, avocat panafricain, président du Rudia Pactef et ancien candidat à l'élection présidentielle au Comores. Bonjour Maître, ça fait un plaisir de vous retrouver encore une fois. Merci. Merci, le plaisir est partagé. Et la situation au Comores, on dirait que vous êtes trop engagé pour la lutte et pour la libération des peuples africains. Oui, c'est un engagement qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà une décennie que je suis engagé pour l'Afrique, mais particulièrement pour les Comores, effectivement, puisque mon pays d'origine, les Comores, est pris en otage par une dictature, un régime sanguinaire. Qui fait de la torture, qui fait de l'arbitraire, qui fait de toute forme d'abus, détournement des fonds publics, corruption comme étant un mode de gouvernance. Donc oui, c'est un devoir non seulement pour moi seul, mais c'est un devoir pour tous les Comoriens de s'engager pour un mouvement, un vaste mouvement de libération de notre pays. D'une manière générale, parlons de l'Afrique du Nord, du Sahel, l'Afrique centrale, la situation, par exemple, par rapport au mouvement djihadiste, le terrorisme et tout, est-ce que l'Afrique peut s'en sortir carrément? Oui, l'Afrique peut et doit s'en sortir. Il y va de la responsabilité de chaque Africain, de chacun d'entre nous. De toutes les forces vives africaines, les forces démocratiques, les forces progressistes africaines, mais surtout, il revient aux dirigeants africains d'assumer leurs responsabilités. Le système djihadiste, c'est une nouvelle forme d'exploitation, de manipulation des Africains. Sans doute, on a toujours tendance à dire que c'est l'extérieur. Bon, l'extérieur trouve sans doute son intérêt, mais c'est d'abord les Africains qui sont les principaux responsables. Ce sont les Africains, notamment les femmes, notamment les enfants, les personnes vulnérables, qui sont les principales victimes de ce fléau. Nous, les Africains, nous acceptons d'être exploités, nous acceptons de subir, mais ce n'est pas une situation, comment dirais-je, irréversible. La solution à ces problèmes de djihadistes, comme vous le dites, c'est un problème africain qui relève de la responsabilité des Africains qui seuls doivent absolument trouver une solution par rapport à cela. Mais il faudrait encore que les dirigeants africains se donnent les moyens, réunissent les forces vives africaines pour une grande mobilisation africaine contre tous les fléaux, les crises, les conflits. Et puis ce phénomène des djihadistes, puisqu'il faut quand même le souligner, que ce phénomène a pris plus d'ampleur, plus de dimensions meurtrières depuis le départ du pouvoir du colonel Kadhafi. Voilà, c'est depuis le départ du colonel Kadhafi. Ils sont toujours présents dans les frontières africaines? Ils sont toujours présents. C'est leur présence arrange des pouvoirs dictatoriaux, arrange aussi certaines puissances qui trouvent un intérêt à ce que l'Afrique ne soit jamais en paix. Merci beaucoup, Maître. Donc nous allons aborder les questions. En premier lieu, on va parler des pays de l'AES. Ils se retirent de la CEDEAO, ça devient officiel. Quelle analyse allez-vous faire là-dessus? Bon, écoutez, tous les pays africains, puisque ce n'est pas un problème seulement de pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est un problème de l'Afrique en général, puisqu'il s'agit quand même des territoires qui peuplent, si je ne me trompe pas, 400 millions d'habitants. 400 millions d'habitants. C'est pas une situation simple. Prendre la parole pour dire qu'un tel a raison, un tel a tort, c'est peut-être beaucoup plus facile de le dire. Mais c'est une situation, avouons-le, très 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 complexe. Cette situation que vit en ce moment les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme les autres régions de l'Afrique. Mais l'Afrique de l'Ouest a toujours eu ce mérite d'être une région
avant-gardiste pour l'Afrique. Le phénomène d'indépendance de l'Afrique a commencé ici, en Afrique de l'Ouest, avant que les autres régions d'Afrique s'inscrivent aussi dans cette dynamique d'indépendance. Nous voyons que les peuples d'Afrique de l'Ouest expriment avec force et conviction, malgré les difficultés, puisqu'il y en aura toujours, malgré les difficultés, affirment leur volonté pour une souveraineté effective de l'Afrique. Et ça fait déjà des années, si je ne me trompe pas, ça fait 10 ans que les peuples africains, notamment ici en Afrique de l'Ouest, expriment plus ou moins avec détermination leur inspiration à une souveraineté effective de l'Afrique. Ils l'expriment. Mais bon, les dirigeants de ces différents pays étaient sourds-muets. Ils sous-estiment, je suis même tenté de dire qu'ils sous-estimaient. Est-ce seulement la détermination de la jeunesse, cela suffit? Non, mais on va arriver à là. Mais c'est d'abord expliquer qu'il y a une aspiration qui s'exprimait de façon graduelle, progressive, de façon évolutive depuis une bonne dizaine d'années. Mais les dirigeants des pays de l'Afrique de l'Ouest, comme ceux des autres régions de l'Afrique, j'aurai l'occasion, je l'espère, au cours de cet entretien, de faire état de cela. Ils sont sourds-muets. Ils pensent avoir la main sur les populations, notamment la jeunesse. Ils oublient que cette jeunesse est nettement majoritaire et que lorsqu'elle se structure, et ça semble être le cas, lorsqu'elle exprime ses aspirations, mais personne et rien ne peut empêcher cette population, cette jeunesse à prendre le dessus. Bon, et c'est pour cette raison que ce qui se passe en ce moment, on peut dire que c'est bien ou bien c'est pas bien, mais il y a une jeunesse qui est là, il y a des organisations continentales, s'agissant de l'Union africaine, des organisations sous-régionales. C'est le cas pour la CEDEAO ici en Afrique de l'Ouest, et puis d'autres organisations sous-régionales dans d'autres coins de l'Afrique. Ces organisations, je pense qu'il faut dire les choses clairement, ces organisations ont failli. Ont failli. La CEDEAO, par exemple. La CEDEAO a failli. Sur ses principaux objectifs, a failli. Puisque nous sommes la seule région au monde à avoir autant de conflits meurtriers. Et les organisations sous-régionales et l'Union africaine ne sont pas en mesure d'apporter une solution pour mettre fin à ces crimes qui ont fait des millions de morts d'Africains. Et la plupart des dirigeants africains sont complices, ou bien sont incompétents, ou bien sont des traîtres. Comment ils sont complices Ils sont complices parce que, lorsque vous avez les moyens de mettre fin à une situation meurtrière et que vous renfermez sur vos ambitions pour ne pas assumer vos responsabilités. Ça, c'est une forme d'égoïsme, pour dire les choses avec gentillesse, mais en réalité, c'est une forme de complicité par rapport à ces crimes qui sont commis. Puisque lorsque vous êtes dirigeant et que vous ne vous sentez pas en mesure d'empêcher autant de tragédies, la seule solution pour vous, c'est de dire « je ne suis pas capable, je démissionne ». Puisque votre maintien au pouvoir, alors que vous êtes incapable, vous n'avez pas les moyens, votre maintien au pouvoir, soi-disant parce que vous avez des profits strictement personnels, alors que vous savez que par votre incapacité, votre manque d'action et d'initiative entraîne autant de tragédies, autant de morts, c'est une forme de complicité pour vraiment dire les choses avec virulence. Bon, ceux qui sont gentils avec ces dirigeants vont dire comme quoi ils sont incompétents, mais ce n'est pas une incompétence. C'est une forme de complicité. Bon, c'est pour cette raison que je dis qu'ils sont responsables de ces tragédies. Ils sont responsables. Vous l'avez encore dit que... Et coupables aussi. Et aussi coupables. Qu'il y a une faillite de la CEDEAO. Est-ce que ça ne donne pas raison au pays de l'AES de se regrouper encore une fois? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut une réponse par rapport à cette incapacité de nos organisations. Moi, je ne parle pas de la CEDEAO tout simplement, par rapport à l'incapacité de nos organisations sous-régionales d'assumer leurs responsabilités, puisque ce sont ces organisations sous-régionales qui sont des interlocutrices de la communauté internationale. Lorsque, par exemple, les Nations Unies viennent en Afrique de l'Ouest, elles viennent voir qui? Elles viennent voir la CEDEAO. Vous, moi, nos organisations politiques, nous n'avons pas, en termes
nous n'avons pas la légitimité, vous voyez, institutionnelle pour parler au nom de l'Afrique de l'Ouest. Et lorsque ces organisations internationales viennent en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, c'est la SADC qui est leur interlocutrice. Et c'est valable dans toutes les sous-régions d'Afrique, du continent africain. Bon, donc, moi, je pense qu'il est plus urgent pour les organisations qui n'ont pas encore été secouées, mais qui le seront incontestablement et inévitablement, si elles ne prennent pas conscience des causes qui ont entraîné la crise profonde, la crise d'existence même de la CEDEAO. Et ces organisations seront balayées comme l'est actuellement la CEDEAO. Et puis après, on peut toujours discuter pour dire est-ce que l'AES est une solution ou non, mais l'AES est la conséquence, n'est-ce pas, de l'incapacité de la CEDEAO à assumer ses responsabilités. Vous croyez que c'est une solution, c'est la seule solution à proposer aux autres pays qui sont dans la CEDEAO, par exemple? Écoutez, en tout cas, la solution, ce n'est pas dans l'inertie. Vous voyez, la solution, ce n'est pas dans l'inertie dont fait preuve la CEDEAO. Depuis que la CEDEAO a su, ça fait déjà, c'est depuis 2020, si je ne me trompe pas, s'agissant du Mali, et puis les autres pays ont suivi. Il y a eu les aspirations des peuples de ces pays, peuples maliens. Moi, j'étais parmi ceux à Paris, avaient mobilisé 54 pays pour se mobiliser devant la place de la République à Paris. Si je ne me trompe pas, c'était c'était le 19 septembre 2020. J'avais mobilisé, ainsi que d'autres frères et sœurs venant des différents pays africains, on avait mobilisé 54 pays à la place de la République à Paris, pour dire que, écoutez, la CEDEAO, vous vous trompez complètement, ça va se retourner contre vous. Ça, c'était en septembre 2020. Il aurait fallu que la CEDEAO fasse preuve d'inertie, voire même de mépris, vous voyez, envers le peuple souverain malien, et puis les autres peuples, notamment Niger, et puis Burkinabé, et puis d'autres peuples, pour qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation. Donc, je pense que la CEDEAO est la seule, unique responsable de ce qui arrive, de ce qui lui arrive aujourd'hui. Bon, maintenant, savoir si c'est la bonne solution, moi, je ne peux pas me substituer, vous voyez, aux autorités des pays membres de l'AES. Je ne peux pas me substituer à l'expression de la volonté des peuples maliens et burkinabés, et puis de Niger, pour dire qu'ils ont raison ou bien ils n'ont pas raison. Je pense qu'il y avait une réaction qui était nécessaire, et ces peuples ont exprimé leurs aspirations. Moi, j'étais là pour soutenir les aspirations de ce peuple, mais je ne peux pas me substituer à ce peuple. Vous voyez, ces peuples frères ont pris une décision. Nous devons, en tant que frères africains, soutenir leur choix. C'est un choix souverain. Nous ne sommes pas habilités à dire que leur choix est le mauvais, alors que c'est un choix souverain exprimé par un peuple souverain. Demain, si les Comoriens choisirent de vivre dans la dictature d'Azali, il faut respecter leur choix. Mais lorsque le choix de la dictature vient par rapport à une violence, ça semble être le cas, nous serons le premier, et c'est le cas aujourd'hui, à se demander, à obtenir le soutien de tous les peuples africains pour faire partir Azali. Merci beaucoup, Maître Larifou. Donc, nous allons, par rapport au Sénégal, nous avons entendu le président Bassirou Diomaye Faye avec son premier ministre Ousmane Sonko. Le président Diomaye, il semble qu'il joue le rôle du médiateur entre la CEDEAO et l'AES. Est-ce un bon choix pour le Sénégal en termes de diplomatie? Non, mais ça, c'est du domaine réservé au chef de l'État du Sénégal, qui est seul maître de ses décisions. Et s'il prend des décisions, il le prend par rapport à des données que le simple observateur ne dispose pas pour apprécier. Ça, c'est du domaine réservé. Je pense que chaque décision qui est prise à la fois par le président Diomaye Faye, sans doute avec l'accord de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ils le font dans l'intérêt du Sénégal et puis dans l'intérêt aussi de ce qu'ils pensent devoir encore garder en termes de relations entre la CEDEAO
et le pays de l'AES. Puisque ce n'est pas parce que les pays de l'AES ont choisi une autre forme de coopération entre eux que cela doit les couper avec les pays qui entourent les trois pays, qui pour les trois premiers pays, puisque je ne pense pas qu'ils seront trois, il y en a d'autres pays qui vont adhérer à l'AES. Cela ne veut pas dire que c'est un divorce définitif où les gens ne peuvent pas se parler. Vous pouvez, même avec votre propre famille, votre propre frère, dire écoutez, vous allez vivre à l'ouest, vous êtes un frère de sang, moi je vais vivre à l'est. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes des ennemis. Bon, aujourd'hui, il y a pour l'instant 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont choisi un autre mode de vie. Mais cela ne fait pas d'eux les ennemis ni du Sénégal, ni de la Côte d'Ivoire et des autres pays de la CEDEAO. Et là-dessus, moi je crois à la vertu de la diplomatie. La diplomatie. Oui, je crois beaucoup à la vertu de la diplomatie. Puisque c'est parce que la diplomatie a des vertus qui sont porteuses de paix et puis des valeurs de vivre ensemble qu'il y a des diplomates. À l'instant où je vous parle, j'étais au Burkina le week-end dernier, il y avait des diplomates qui travaillent, pas devant les caméras, mais il y a des diplomates qui travaillent pour essayer de rapprocher ce qui peut rassembler encore ces pays. C'est-à-dire travailler sur des rapprochements, sur des choses que je ne sais pas encore, mais il y aura des formes de rapprochement. Il y aura peut-être pas dans le cadre des organisations de la CEDEAO ou bien l'AES, mais il y aura des rapprochements. Et puis il y aura aussi des échanges aussi. Bon, après tout, ce sont des pays africains, ce ne sont pas des pays ennemis. Ce sont des pays frères. Bien sûr, ce sont des pays frères et puis des pays africains. Il n'y a aucune raison, que ce soit ceux qui sont à l'est ou bien à l'ouest, au nord comme au sud et au centre, il n'y a aucune raison, même si les uns doivent trouver une autre forme de cohabitation, ne puissent pas travailler avec les autres. Ce qui est sûr, et je l'ai dit aujourd'hui, puisque c'est une journée tout à fait exceptionnelle, ce matin, j'ai eu à assister à une conférence de presse qui parle de la marche internationale en mémoire du Cheikh Anta Diop. J'ai assisté ce matin au Grand Théâtre. J'ai eu l'occasion de prendre la parole lorsqu'on me l'a donné. Et on m'a fait cet honneur, j'ai pris la parole pour dire, écoutez, l'occasion est vraiment exceptionnelle de saluer avec justesse la portée humaniste, la portée africaine des propos de Cheikh Anta Diop. Puisque lui, il parlait, c'est un idéal qui a un écho aujourd'hui plus qu'hier, vous voyez, de parler de l'unité africaine, de parler de la fédération africaine. Donc, c'est une vision, c'est un concept qui a été pensé, défendu, conceptualisé par ce grand penseur, par ce grand savant africain. Et aujourd'hui, plus qu'hier, cette vision de l'Afrique de demain a encore un écho, et encore un écho au sein des nouveaux dirigeants africains. Et je l'ai appris aujourd'hui, je ne le savais pas, puisqu'il faut dire les choses si vous ne le savez pas. Merci. Je l'ai appris aujourd'hui comme quoi il y avait déjà 20 pays africains qui avaient signé un protocole d'accord pour la fédération. 20 pays déjà. 20 pays. Et donc c'est pour vous dire que même si aujourd'hui il y a 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui trouvent une autre façon pour eux de propulser, d'entamer cette grande marche qui nous amènera incontestablement vers une unité effective de l'Afrique, ben, il faut pas voir ça en mal. Vous voyez, moi je suis même tenté de dire, ben, écoutez, c'était une façon pour les pays de la CEDEAO de chambouler pour aller de l'avant, pour reconstruire. Il fallait qu'il y ait des pays qui bousculent, qui chamboulent les autres pays qui ont du mal à se réveiller pour dire, ben, écoutez, c'est un système qui est là depuis 60 ans bientôt. Vous voyez l'état de l'Afrique. Nos pays ne sont pas souverains, économiquement, politiquement, premièrement, et notre culture est complètement affaiblie. Nous n'avons pas une économie propre et suffisamment solide et costaud pour nourrir, pour porter les besoins, pour répondre aux besoins des milliards d'Africains. Vous voyez, nous avons des milliards d'Africains qui veulent et qui doivent être formés, qui doivent être soignés. Donc c'est le moment pour aller véritablement au vrai changement que Cheikh Anta Diop disait. Oui, il y a des changements structurels qui doivent être entamés avec les structures, les systèmes qui existent depuis 60 ans. L'Afrique ne s'en sortira pas. Donc il fallait qu'il y ait 3
Et demain, d'autres, j'ai pris le Tout-Puissant pour que ça se réalise, que d'autres entrent dans la logique de la CEDEAO pour bousculer, pour chambouler, et enfin de reconstruire une autre Afrique. Une autre Afrique. Non, le temps de l'endormissement est terminé. Nous sommes en plein réveil et l'Afrique doit être réveillée et l'Afrique se réveille. Et bien sûr qu'il y aura des formes de résistance, et ce qui est tout à fait normal. Il y aura peut-être des réajustements à faire puisqu'on ne construit pas une maison en une seule journée, même si vous avez des moyens. Mais il faut du temps, il faut des ouvriers, il faut des ingénieurs. Et c'est comme ça qu'on va construire notre continent. Merci beaucoup, Maître Saïd Larifou. Donc, pour vous rappeler, nous sommes avec Maître Saïd Larifou, avocat panafricain, président du Rudja Pactef. C'est semblable à Pastef, on dirait. Oui. Ancien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Donc, Maître, nous allons parler de l'Afrique centrale avec tout ce qui se passe actuellement entre la RDC et aussi... On parle aussi de Paul Kagame, on ne sait pas ce qui le lie avec l'histoire. Quelle est la situation en Afrique, en République démocratique centrale? Bon, la situation, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui date déjà des années et des années, des décennies. Mais ces derniers temps, ce drame a pris une autre dimension. Cette semaine, il y a des troupes étrangères qui sont entrées en République démocratique du Congo. Il s'en est suivi des assassinats et puis des déplacements forcés des populations. Il s'agit d'un événement tragique qui mobilise la sensibilité humaine et puis la sensibilité africaine en particulier. Bon, donc il est... les propos que je tiens depuis hier lors de la conférence de presse que j'ai organisée, et puis à travers des tribunes également, je m'efforce d'apporter, comme tous les Africains, d'apporter une modeste contribution pour dire que nous aussi, les Africains, lorsque ça nous concerne, on sait aussi se mobiliser, en fait. J'essaye, comme tant d'autres, avec des amis, des forces vives africaines, de dire, écoutez, les autres savent se mobiliser lorsqu'ils sont en conflit chez eux. Je parle de l'Europe aujourd'hui. Les Européens ont réussi, et ils ont raison, à mobiliser le monde entier par rapport à cette crise qui frappe l'Ukraine. Nous, les Africains, pourquoi nous ne devons pas aussi nous mobiliser avec les moyens qui sont les nôtres, notamment les médias africains, pour ne pas avoir la prétention de mobiliser au-delà de nos frontières africaines, non, de mobiliser ne serait-ce que nos forces africaines. Les forces politiques, les forces progressistes africaines doivent s'investir, doivent communiquer, doivent dire non, stop à la guerre, oui à la paix. Nous sommes nombreux, nous sommes des millions, nous sommes même plus nombreux que les autres. Donc mobilisons-nous pour dire non à cela. Bon, il y a aussi cette manque de réactivité des dirigeants africains. Je vais très 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 loin et je m'en excuse, ce n'est pas l'objet, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai su parmi ceux en Afrique qui ont du mal à accepter que nos dirigeants se mobilisent, peut-être à raison, pour aller, je ne sais où, en Ukraine, mais ils sont incapables de se mobiliser spontanément pour dire, écoutez, on va au Rwanda, on va au Congo, tous ensemble. Tous les 54 chefs d'État, on va là-bas. Chacun prend son jet, son avion. On se retrouve là-bas. On ne va pas sortir tant que la guerre ne prendra pas fin. Mais ça, c'est un geste fort. C'est à partir de gestes symboliques comme ça. Mais est-ce que cela va être facile? Écoutez, rien n'est facile dans la vie. Ce qui est facile, c'est de fermer les yeux et de s'asseoir au palais présidentiel pour dire que je suis un chef d'État. C'est ça le plus facile, au fait. Le plus difficile, c'est d'assumer ses responsabilités. Et ça, pour nous, les chefs d'État africains, et nous allons, nous, les forces politiques et progressistes africaines, toutes les forces vives de notre continent, nous allons leur demander, chacun, de sortir du palais présidentiel, aller au Congo, aller au Rwanda, qu'ils aillent là-bas. C'est là où on a besoin d'eux. Ils ont des équipes sur place dans leurs pays respectifs pour s'occuper du quotidien. Mais là, c'est le plus urgent, puisque la paix en RDC profitera au continent africain.
Mais par contre, c'est la dégradation de ces climats. Et aussi les grands lacs, la Les dégradation grands des lacs grands lacs. en général. Voilà. Mhm. Donc, tout à l'heure, vous avez... Par rapport à Paul Kagame, est-ce qu'il est complice par rapport à la guerre en RDC? Bon, On cite écoutez, je pense que lorsqu'on est... Il est perdant, Paul Kagame, parce que par son action politique et l'inertie de certains, Mhm. il y a des morts. Donc, il est perdant. Mhm. Lorsque par rapport à des actions politiques ou bien une orientation politique, ces orientations provoquent et génèrent des souffrances, vous ne pouvez pas être gagnant, vous n'êtes pas perdant. Donc tout le monde est perdant en fait, mais les principales victimes, ce sont les enfants, ce sont les femmes et les personnes vulnérables. Bon, donc avant d'établir, de mener une enquête pour dire qui est responsable et qui ne l'est pas, et ça viendra pour éviter à ce que ce conflit ne se renouvelle pas, il faut d'abord appeler à la paix. Vous voyez? Et ça, à mon avis, c'est le premier message, c'est de dire, écoutez, stop. Et nous, les Africains, nous devons tous ensemble, unis, pour dire stop à la guerre, oui à la paix. Oui, à la paix. Et puis après, les enquêtes seront ouvertes pour établir les responsabilités. Toutes les responsabilités. Puisque moi, je suis de ceux qui ont du mal à comprendre comment se fait-il que les organisations internationales qui sont bien implantées, Leur silence. qui sont bien implantées dans la zone, dans les grands lacs, n'ont pas vu le débarquement à l'est et au nord du Congo des troupes étrangères. Alors qu'elles sont là pour mener des actions préventives, donc pour prévenir ce genre d'événements. C'est la question que je me pose. Mais ça, c'est un autre problème qui sera abordé au moment opportun. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est de faire lancer un message de paix. Merci beaucoup, Maître. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais juste, ça reste une seule question. Sur les Comores. Par rapport à, oui, sur le Comore, d'autant plus, ça fait un plaisir de parler du Comore. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle. Par la suite, nous avons vu ce qui se passe avec cette crise politique. On attendait des élections présidentielles. Jusqu'à présent, il n'y a pas de date qui a été fixée. Quelle est la situation actuelle dans votre pays, voilà. le Comore? Bon, l'urgence pour mon pays, les Comores, ce n'est pas la tenue des élections présidentielles. Ce n'est pas ça l'urgence aux Comores. Voilà, donc les ambitions présidentielles qui sont légitimes des uns et des autres doivent être mises de côté. L'urgence pour les Comores aujourd'hui, c'est qu'il faut que le pays soit libéré. Puisque notre pays est pris en otage par une bande de criminels qui, pour se maintenir au pouvoir, pensent tuer, corrompre, détourner le peu de deniers publics que nous disposons pour s'enrichir et puis enrichir leurs proches. Donc, il y a une nécessité urgente et absolue pour les Comores de mobiliser les organisations africaines, les peuples d'Afrique pour libérer les Comores. Et je salue l'adhésion de cette demande par des frères d'Afrique qui nous ont donné leur accord et qui se mobilisent, et je m'en félicite, à organiser une marche africaine pour la libération des Comores. C'est une marche qui va faire le tour de l'Afrique pour justement montrer avec votre mouvement? Oui, mouvement des organisations des jeunes, les organisations, il y a une organisation qui s'est mise en place qui s'appelle Mouvement pour la libération, Mouvement africain pour la libération des Comores. Et puis il y a des organisations des jeunes dans de nombreux pays africains qui se mobilisent en ce moment pour voir comment organiser cette marche africaine pour la libération des Comores. C'est une marche qui fera le tour de l'Afrique. Vous voyez, pour mobiliser, pour sensibiliser sur les crimes, les assassinats, les crises économiques, les assassinats commis par Azali. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le correspondant de Reuters qui s'appelle Moustapha, c'est un jeune journaliste qui a le même âge que vous. Hier, il était à sa rédaction. Il travaille dans un journal sur place. Les militaires sont allés sur place pour les cueillir. Oui. Et aujourd'hui, il a tenu une conférence de presse pour déplorer cette intimidation. Et puis, je ne sais pas, il est allé peut-être accompagner des journalistes, il est allé à la gendarmerie pour savoir le motif
de la présence de militaires hier à son lieu de travail. On lui a dit, ah, ça tombe bien puisqu'on vous cherche. Et donc, ils l'ont interpellé et gardé. Je ne sais pas si à cette heure-ci, il est encore libéré à la gendarmerie. Mais je profite de cette occasion pour dire ceci. Que ce jeune journaliste, il a retranscrit, puisque c'est le correspondant de Reuters, ce que Azali a dit la semaine dernière. Il a tout simplement dit, il a voulu faire un démenti, ils ont fait une conférence de presse pour démentir, mais tout le monde a compris, puisque c'est ce qui est lui-même, il l'a dit. Il a dit, écoutez, moi j'ai 3 foyers. Un foyer conjugal, c'est celui de Madame Azali. J'ai un foyer politique, c'est mon parti politique qui s'appelle le CRC. Et puis j'ai un 3e foyer, c'est la nation comorienne. La nation comorienne. Bon, si personne n'arrive à me destituer du pouvoir, ça sera mon enfant qui prendra la relève. Il veut faire du Comore comme les royaumes. C'est un héritage. Les rois. Voilà, c'est un héritage. Ça, il l'a dit. Et puis, ça fait un tollé. Et le journaliste, il a fait son travail. Oui. C'est pas lui qui a demandé à Azali de parler. Azali, il a parlé. Le journaliste, il a envoyé son dépêche. Il n'y a pas que lui, mais il y a d'autres journalistes comoriens également qui étaient là. Il y a il y a tous les canaux de communication, puisqu'il s'agit de chefs de l'État qui parlaient. Ils ont retranscrit. Et puis, ça fait un tollé. Lui, il ne s'attendait pas. Mais, au fait, Azali, en prenant la parole, en disant cela, n'a fait que confirmer ce qu'il fait déjà, puisqu'il a nommé son fils, le fils en question, il l'a nommé secrétaire général du gouvernement. Bon, encore ça va. Mais il a attribué par décret, qu'il a lui-même signé, il a attribué à son fils toutes les attributions dévolues au chef de l'État. C'est-à-dire que tout ce que le président peut faire, son fils il a fait de son fils son premier ministre, voire même son vice-président. Il a transmis à son fils des compétences qui relèvent du président de la République, du chef de l'État. Et c'est à ce titre, le décret existe, que son fils peut noter les ministres, donner des instructions aux ministres. Son fils peut donner des instructions au gouverneur, il les contrôle, il les note. Il donne des directives au lieu et place du président, du chef de l'État. Bon, donc, en faisant cette déclaration, il n'a fait que confirmer ce qui se fait déjà dans le fait, puisqu'en vertu de son décret qui est anticonstitutionnel, puisque ça aussi, il faut le souligner. C'est anticonstitutionnel. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a un jeune homme politique comorien, il s'appelle Dr Ahmed. Il est un ancien doyen de faculté. Ça fait 1 an qu'il est en prison. Toujours. Il est accusé de troubles à l'ordre public, voire même tentative de coup d'État. C'est des accusations classiques qui sont proférées, retenues par des régimes dictatoriaux contre ce jeune politicien, docteur. Et ça fait 1 an qu'il est en détention. Il a demandé à être confronté à un juge. Non. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et ça fait déjà 1 semaine, il a entamé une grève de la faim pour demander à être jugé ou bien être libéré. Bon, donc, j'ai saisi cette occasion pour lui exprimer toute ma solidarité. Et puis, je fais appel à notre frère de mettre fin à sa grève de la faim, puisque les Comores ont besoin, notre pays et le continent africain a besoin des patriotes africains qui ont des convictions, qui aiment l'Afrique, qui aiment leur pays pour le relever. S'il se maintient en grève de la faim, il va s'affaiblir physiquement, il n'aura pas la force requise et nécessaire pour se joindre à nous, mener ce combat pour la libération de l'Afrique et des Comores en particulier. Merci beaucoup, Maître. Ça a été un plaisir. Mais il y a une question qu'on m'a suggérée. C'est-à-dire, c'est par rapport juste de vos relations avec les leaders du PASTEF Ousmane Sonko, vos relations. Oui, j'avais des relations professionnelles avec le Premier ministre Ousmane Sonko et avec PASTEF. Dieu merci, ces relations professionnelles ont pris fin puisqu'il a retrouvé sa liberté
Et puis il a gagné, avec Diomaye, ils ont gagné les élections présidentielles et puis législatives. Bon voilà, ça c'est des relations professionnelles. Et puis nous avons des relations qui sont la suite des très bonnes relations professionnelles que nous avons eues, des relations de confiance. Des relations fraternelles et puis amicales. Et puis comme il y a aussi une identité de lutte, et il y a une identité de combat, il y a aussi une identité d'idéal que je partage avec lui et Pastef. Ben écoutez, je suis de ceux qui apprécient ce qui se fait ici au Sénégal. Il y a des changements qui sont en cours, des changements qui sont lents, progressifs, graduels, mais ce sont des changements qui sont maîtrisés et qui donnent de l'espoir à ceux qui sont patients, puisqu'il s'agit quand même d'une refondation de la société sénégalaise et puis du continent africain. Cette refondation prendra le temps. Mais il y a des, comme disent chez nous, dans notre région, à l'île de la Réunion, petit pas, petit pas. Petit pas, petit pas. Voilà. Donc on va faire petit à petit. Donc petit pas, mais avec assurance et détermination et conviction, nous y arriverons. Engagé. Bien sûr, il y a preuve d'impatience puisqu'il y a des besoins immédiats, il y a des besoins sociaux. Et il faut dire aussi que Ousmane Sonko et Diomaye ont été élus sur la base aussi d'une pression sociale extrêmement forte. Donc il est tout à fait normal que ces besoins sociaux trouvent des réponses immédiates. Mais bon, ça ne va pas se venir comme ça. Il faut mettre en place des schémas qui répondent aux aspirations immédiates, sociales des Sénégalais. Et puis il faut aussi mettre en place des schémas qui placent le Sénégal dans le leadership qui est le sien, économique, etc. Bon, donc il y a des choses qui se feront petit à petit, graduellement, mais on voit. Vous savez, le changement vient d'abord dans la tête, et puis dans la volonté, et puis par des réalisations qui se feront progressivement en fonction des moyens qui existent, et puis des moyens à venir. Mais moi, j'ai confiance. Vous avez de l'espoir. J'ai confiance et j'ai de l'espoir. Qui ne va pas faire comme Macky Sall. Bon. C'est du passé. Vous voyez, moi je parle de l'avenir, je ne parle pas du passé. Les politiques et le pouvoir, c'est quelque chose qui est un peu sacré. Oui, c'est un peu sacré. Et puis je pense que Ousmane Sonko et Diomaye ne sont pas des gens qui s'accrochent au pouvoir. Ils ne sont pas matérialistes. Au privilège. Voilà, ils ne sont pas attachés au matériel. Ils sont attachés à des valeurs. Vous voyez ce qui est tout à fait différent. Entre ceux qui sont attachés au pouvoir, qui sont attachés aux valeurs, eux, ils sont attachés aux valeurs. Pour eux, le pouvoir, les moyens de pouvoir doivent normalement être servis pour des idéaux. Vous voyez, pour répondre aux aspirations du peuple, et non pas pour soi-même, ou bien pour l'entre-soi. Voilà, c'est ça la différence qui fait entre des hommes politiques. Il y a ceux qui sont là pour bâtir, il y a ceux qui sont là pour détruire. On sait qu'à un moment, ce grand pays était au bord de la destruction. Vous voyez ? Et puis il y a eu le peuple souverain du Sénégal qui a exprimé avec force, conviction, son attachement à ses valeurs, à son héritage démocratique, et puis qui a été soutenu aussi par d'autres peuples d'Afrique et des organisations africaines. Et puis, si le Sénégal s'en est sorti aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des convictions, il y avait une vision, incarnée par un leadership, et puis il y avait un peuple et des institutions. Mais les institutions ont tenu parce qu'il y avait un peuple, il y avait un discours. S'il n'y avait pas un discours, s'il n'y avait pas une vision, s'il n'y avait pas un peuple, les institutions n'auraient pas tenu. Voilà, puisqu'on sait qu'il y avait ceux qui étaient là, qui étaient animés par une volonté de démolir les institutions constitutionnelles de ce pays. Mais il y avait le peuple et puis il y avait un leadership qui a dit non, ce n'est pas possible. Donc le Sénégal est un miroir par rapport aux autres pays qui luttent pour la démocratie, par exemple comme le Comore. Oui, en tout cas, moi je suis de ceux qui pensent que dans une équipe, il y a toujours un capitaine. Et puis, bon, il y a les attaquants, il y a les défenseurs et tout, etc. Pour l'instant, notre capitaine et attaquant semble être le Sénégal. Donc, nous allons l'encourager pour que l'Afrique devienne championne du monde. Voilà. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les internautes fidèles de Dakar Matin. Jërë ngeen jëf.